Bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Et pour ce 6e épisode de cette saison 5, nous recevons Manon et Ismen. Comment est-ce que tu vas, Ismen, ce soir en ce 17-12-2023? C'est bientôt Noël, mais pas encore. Ben, ça va à peu près, ça va. Ah, super. Et toi, Manon, ça va? Excellemment, je viens de réaliser du coup que ça fait 5 ans que tu fais ça, c'est fou, hein. Ça fait peur. c'est ouf. Je suis d'accord. 5 ans, peut-être, voilà, ce sera l'anniversaire des 5 ans bientôt, effectivement. Est-ce qu'on se fera bientôt enterrer et qu'on finira au cimetière? Ça, je ne sais pas. Ce sera à toi de me le dire, Manon, d'ici 20 petites minutes. Mais en attendant, on se retourne vers Ismen avec qui on va parler, d'histoire. Une fois n'est pas coutume. Tout à fait, une fois n'est pas coutume. Je pose mon PC qui est un peu encombrant et je prends directement mon petit carnet. Aujourd'hui, on va descendre un petit peu dans le sud, dans le Gard plus exactement, dans la cité médiévale d'Aigues-Mortes. Vous connaissez un petit peu ? Oui, tout à fait. On y est allé l'année dernière d'ailleurs. Exactement, avec Marc. Quelle coïncidence. Eh bien, la construction la plus fameuse d'Aigues-Mortes, c'est la tour de Constance. C'est une magnifique fortification qui a été édifiée pour protéger le port et la cité, qui fait 22 mètres de diamètre, 33 de hauteur, qui a des murs épais de 6 mètres et qui est ceinte de douves. Elle a été construite par Louis IX, Saint-Louis, donc en l'an 1242, à l'occasion de la 7e croisade. C'est pour ça qu'on a vu la statue de Saint-Louis. Putain, tout s'explique. Tout Merci s'explique. Voilà. Ça a été le départ de la 7e et de la 8e croisade, et elle a été érigée à l'emplacement de l'ancienne tour Matefer en plein marais, qui avait été construite par Charlemagne précédemment. Elle a abrité la garnison du roi, mais ce que l'on ignore, enfin ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'elle a été aussi le lieu de détention d'hérétiques. Au début du XIVe siècle, en 1307, 45 Templiers ont été détenus et soumis à la question, avant d'être exécutés. Mais en fait, le lieu est plus connu pour avoir été une prison pour femmes protestantes du Languedoc, principalement au XVIIIe siècle. Je vais faire un petit récapitulatif de l'histoire protestante, pour ceux et celles qui l'ignorent. L'acte de naissance de la Réforme, c'est le 31 octobre 1517, quand le moine Martin Luther publie les 95 thèses dénonçant les travers de l'Église catholique romaine. Donc, pour résumer les principales thèses, en fait, le protestantisme proclame que l'autorité de l'Église ne vaut rien, en fait. C'est la relation à Dieu qui prime. Seul Dieu est divin, donc on ne rend pas un culte ni au Saint ni à la Vierge Marie. Et la grâce provient uniquement de Dieu aussi. On ne peut pas l'acheter par des indulgences comme ça se pratiquait couramment dans la religion catholique. C'est-à-dire qu'on fait des dons à l'Église pour sauver son âme et racheter ses péchés. Non, là, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Au départ, la religion réformée fait scandale, mais elle se répand très rapidement à travers l'Europe au cours du XVIe siècle et devient religion d'État pour certains royaumes qui souhaitent notamment prendre leur indépendance vis-à-vis du pape. Et donc c'est le cas de beaucoup de princes allemands dans le Saint-Empire romain germanique par exemple. Et c'est le cas en Suisse, en Angleterre, aux Pays-Bas, voilà, où différentes formes de protestantisme se développent. Et aussi en France. Alors en France, la cohabitation entre religion catholique et protestante se passe très mal puisqu'elle engendre 8 guerres de religion de 1562 à 1598. Voilà, et l'événement le plus dramatique de ces guerres de religion est le massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572. En fait, c'est un gigantesque massacre de protestants par les catholiques qui commence à Paris et qui va se répandre en province en plusieurs mois, qui fera entre 10 000 et 30 000 victimes, ce qui était quand même pas mal pour l'époque. Oui, quand même, ouais. Ça fait du ménage. Voilà. La plupart des victimes ont été le fait de milices catholiques, donc à chaque fois, enfin, même s'il y a eu des meurtres entre voisins, c'était quand même, pour la plupart, des victimes de factions armées organisées, comme pendant les guerres. Vous pouvez lire notamment le livre de l'historien Jérémy Foa, Tous ceux qui tombent, qui explique très bien tout ça. Voilà, donc les guerres de religion prennent fin à la fin du XVIe siècle. En avril 1598, Henri IV proclame l'édit de Nantes qui, même si le catholicisme reste la religion d'État, accorde certains droits aux protestants. Voilà, qui leur permet de prospérer à nouveau, ou en tout cas de ne plus être menacés et de pratiquer leur religion ouvertement.
Malheureusement, un petit siècle plus tard, Louis XIV, en octobre 1685, par l'édit de Fontainebleau, abroge l'édit de Nantes. Parce que on est dans un siècle d'absolutisme du pouvoir royal qui ne tolère donc qu'un seul roi et qu'un seul Dieu. Pas Bien question, voilà. Et sachant que là, je parle de la religion protestante, mais ça concerne bien évidemment toutes sortes de formes d'hérésie, la religion juive, bon. Le catharisme, ce n'était plus au goût du jour, ça n'existait pas vraiment, mais voilà. Voilà. Mais voilà, c'est dans l'idée. Donc, pendant cette période d'un siècle, le catholicisme redevient religion officielle et obligatoire, c'est-à-dire que quand on est protestant, bon, non seulement il y a ce qu'on appelle des dragonnades, c'est-à-dire que les protestants et les juifs peuvent être forcés à se convertir, attaqués, pillés ou expulsés de France. Bon, il y a eu diverses modalités, mais en fait, ils n'ont pas droit à un état civil. Pour être inscrit en tant que citoyen, on est obligé de fréquenter l'église. Donc, beaucoup de protestants mènent une double vie. Ils sont à la fois inscrits en tant que catholiques dans leur village, mais pratiquent en secret le protestantisme. C'est ce qu'on appelle la période de l'Assemblée du désert. Ça fait référence à l'épisode biblique de Moïse qui traverse le désert en attendant des jours meilleurs. Et c'est l'édit de Versailles en 1787 qui va permettre à nouveau aux protestants de pratiquer librement leur religion. Bon, c'était juste avant la Révolution, comme vous le voyez. C'était une époque de changement, enfin l'absolutisme du pouvoir royal ne tenait plus du tout, donc on a commencé à lâcher du lest sur les droits individuels et politiques. Après, à la Révolution, il y a eu encore beaucoup d'autres bouleversements qui ont donné cette fois-ci les pleins droits aux protestants et aux juifs en tant que citoyens. Pas en tant que membre de cette religion. Attention, c'est un petit peu différent, mais voilà. Ça fait partie d'autres subtilités que je ne vais pas creuser parce que je ne les ai pas assez travaillées et on manque un peu de temps. Ce sera pour une prochaine fois, qui sait. Voilà. Toujours est-il qu'on revient à la tour de Constance. Elle a servi donc à enfermer des prisonniers protestants dès 1686. C'est un groupe de protestants de Nîmes qui sont enfermés et d'ailleurs qui s'en évadent en 1705. Voilà. 17 détenus ont réussi à casser une fenêtre, enfin, à agrandir une des meurtrières et à se jeter dans les douves apparemment pour... Voilà. C'est bien la peine de faire des murs. Bon, mais là, c'était dans les débuts. Suite à cette évasion, donc, les procédures d'enfermement ont été renforcées. Et en plus, on a décidé d'en faire une prison exclusivement féminine. Voilà. C'est pas spécialement courageux, mais c'était les femmes qui ont été enfermées et qui étaient surveillées par des gardes armés, donc qui ne pouvaient strictement rien en fait. Et je vais maintenant vous parler de la plus célèbre des prisonnières, elle s'appelle Marie Durand. Marie Durand est née en 1711 au Boucher de Prandles, c'est en Ardèche, donc je sais pas si vous connaissez ce petit village. Boucher de Prandles, ça me dit rien là comme ça. Boucher de Prandles, non. Attends, bon, c'est un tout petit village. Les gens de Boucher de Prandles, si vous nous entendez, big up. Donc elle vient d'une famille de paysans qui est assez aisée et cultivée, puisque son père est greffier consulaire, et son frère, qui est Pierre Durand, qui est un peu plus âgé qu'elle, est pasteur au désert itinérant. Voilà, il est né en l'an 1700, et il commence à prêcher très jeune. En l'an 1719, en fait, lors d'une cérémonie dans la garrigue, ils ont été dénoncés à attaquer par des soldats du roi. À ce moment-là, sa mère est arrêtée et emprisonnée à Montpellier et elle va mourir en prison. Alors c'est le début des drames pour la famille, puisque c'est en l'an 1730, à 19 ans, c'est au tour de Marie d'être emprisonnée. Elle a été mariée au printemps à un certain Mathieu Serre, mais ils vont tous les deux être arrêtés parce qu'elle est la sœur de Pierre Durand, donc qui est très connu en tant que pasteur itinérant et que les forces royales cherchent à pister et à attraper sans succès. Donc ils sont tous les deux jetés en prison. Lui au fort de Brécourt, elle à la tour de Constance, et ils ne se reverront plus jamais. Le père de Marie et Pierre est aussi jeté en prison, voilà. Sachant que son père et son mari ont été relâchés 15 ans et 20 ans plus tard parce qu'ils étaient devenus vieux. Mais ils ne se sont plus revus, voilà. Parce que... Pour ceux que ça intéresse, le Boucher de Prandles, déjà c'est écrit B-O-U-S-C-H-E-T. C'est au nord de Privas, entre Saint-Sauveur de Montagu et Privas plus ou moins.
Et effectivement, il y a là-bas le musée du Vivarais protestant, si jamais il y en a qui veulent faire du tourisme par là-bas. Voilà, donc il est noté 4,6 étoiles sur 5 sur Google. Il y a même son propre musée qui s'appelle muséevivarais-protestant.org. Voilà, sur ce, tu peux continuer, Ismène, c'était la petite parenthèse. Voilà, je continue. Donc, comme je disais, Pierre Durand finit par être arrêté et il sera pendu à Montpellier en 1732. Okay. Donc la famille est décimée et Marie Durand va rester très longtemps en prison. Elle va y rester jusqu'en 1768, donc pendant 38 ans. Et en fait, elle sera libérée à la faveur d'une décision du gouverneur local qui était ému du sort des prisonnières. Il faut savoir que les persécutions protestantes, elles ont été très variables au cours du siècle. C'est-à-dire, il y a eu des périodes de chasse au gré des bouleversements politiques et d'autres d'accalmie. On fermait plus ou moins les yeux sur les activités religieuses illicites. En 1761, il y a eu l'affaire Calas, donc je la rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Jean Calas, un protestant, est accusé d'avoir tué son fils qui souhaitait se convertir au catholicisme. En fait, ce n'est pas vrai, son fils s'est suicidé. Calas est condamné à être torturé et brûlé vif en 1762. Sympa. Donc cette mort atroce, voilà, cette mort atroce choque pas mal l'opinion, notamment Voltaire qui se fonde d'un traité sur la tolérance dans lequel il fustige les bourreaux catholiques. Bon, c'est l'époque des Lumières, on commence à dire que franchement l'esclavage ce n'est pas terrible quand même, surtout quand c'est pratiqué à l'échelle industrielle comme c'est le cas par l'Europe dans ses colonies, et que bon, il ne faut pas torturer les gens en raison de leur religion et encore moins les exécuter. Donc voilà, et que faire retenir dans une tour sombre et humide des femmes pendant des décennies qui n'ont commis aucun crime, ce n'est pas très sympa non plus. Donc les dernières prisonnières de la tour de Constance vont être libérées en décembre 1768. Voilà, donc Marie Durand fait partie de celles qui ont passé le plus de temps, 38 ans. Il y en a même qui ont été emprisonnées pendant 40 ans. Ah ouais. Et oui, la plus ancienne, c'est celle qui a passé le plus de temps, c'était Marie Robert, qui est entrée en 1723. 40 ans et 4 mois exactement. Les prisonniers, en fait, politiques protestants, pouvaient en fait abjurer leur foi et être libérés après avoir fait acte de contrition, voilà. Ce que certaines ont choisi aussi de rester dans la tour et ils sont mortes. Il y a même des femmes qui ont accouché dans la tour et qui sont restées avec leurs enfants. Des jeunes filles qui ont passé toute leur enfance dans la tour et qui ont été libérées à 16 ou 18 ans, par exemple. Ouais, c'est glauque. Oui, c'est très glauque comme histoire, sachant que bon, c'était une tour sombre et humide, qu'ils n'avaient quasiment pas le droit de sortir, juste d'aller prendre un peu l'air dans la cour ou à l'extérieur au dernier étage, mais voilà, c'était pas, il n'y avait pas énormément d'espace, quoi. Ouais. Beaucoup de promiscuité, le fait d'être surveillé en permanence par les gardiens, justement pour que personne ne se sauve en sautant par les douves. Et si Marie Durand nous est plus connue aujourd'hui, c'est parce que notamment elle a tenu une correspondance. Elle faisait partie des femmes lettrées de la tour. On a une 50aine de lettres d'elle qui nous sont parvenues. Donc c'est essentiellement des lettres à sa nièce Anne, donc qui a grandi à Genève en Suisse puisqu'elle s'y est réfugiée avec sa mère. Au pasteur Paul Rabot, pasteur au désert, donc, qui a lui aussi une vie assez mouvementée, puisqu'il a été plusieurs fois recherché, il a sa tête mise à prix. Et d'autres fois, comme je vous ai dit, laissé tranquille selon les périodes. Selon l'humeur du moment. Voilà, selon l'humeur du moment. Elle a même écrit à Madame de Pompadour aussi, donc, et à chaque fois dans ses lettres, elle décrit la dureté de leurs conditions de vie, sa foi renouvelée dans le protestantisme, et elle réclame, voilà, la dignité et des droits égaux pour elle et ses compagnes d'infortune. Elle a toujours dit qu'elle n'abjurerait jamais et elle a tenu parole, en fait. Elle a été libérée sans renier sa foi. Mais bon, elle est morte 8 ans après sa libération, en 1776, et elle était très vieillie prématurément et très affaiblie par toutes ces années de captivité. Ah, tu m'étonnes. Je vais parler un peu de la diaspora protestante maintenant, parce que, comme vous voyez, si on n'abjurait pas sa foi, il n'y avait pas 36 solutions. Donc, soit on était emprisonné, soit on était exécuté, soit on était exilé. Alors, il y a énormément de protestants qui sont partis d'eux-mêmes pendant ce siècle. Donc, on évalue à 100 000 ou 200 000 personnes qui sont parties. Donc, dans les pays voisins, essentiellement en Suisse, dans les Pays-Bas, ou en Angleterre, ou en Allemagne aussi. Mais il y a également eu des départs forcés. C'est-à-dire que, généralement, les hommes, quand on ne les exécutait pas, on les envoyait aux galères.
Ok. Bien fait. Par exemple, il y a un ex-galérien qui est devenu très célèbre en son temps en publiant un livre en 1757. Alors, c'est un nommé Jean Marteil de Bergerac qui est né en 1684 dans le Périgord et qui est mort aux Pays-Bas. Il a été galérien durant 12 ans, de ses 17 à 29 ans. Parce que c'était un jeune homme issu d'une famille bourgeoise dont la propriété avait été attaquée pour les forcer à se convertir. Donc on a enlevé ses frères et sœurs plus jeunes pour les placer en couvent et lui il a réussi à s'enfuir et à traverser la France avec un camarade avant d'être rattrapé et envoyé aux galères. Ah ouais. Et il a été libéré suite à une transaction politique avec la reine d'Angleterre et c'est là qu'il s'est installé d'abord en Suisse avant de migrer vers les Pays-Bas. Voilà. Et il a publié ses mémoires, donc Mémoires d'un galérien sous le roi Soleil, qu'on peut retrouver en livre, comme les lettres de Marie Durand, en fait. Voilà, Marie Durand, c'est plus la résistance passive, et Jean Marteil, c'est plus, voilà, si vous voulez, une ambiance à la Pirate des Caraïbes, parce que il parle du monde des galériens. Donc, il y a des histoires de tempêtes, de pirates, de naufrages. En 12 ans et des portraits des différents galériens aussi parce qu'il y avait autant de prisonniers politiques que des voleurs, des tueurs ou toutes sortes de personnages. Cool. Ok, cool. Et qu'est-ce qui t'a inspiré cette chronique ? Alors, ce qui m'a inspiré cette chronique, ça va être le mot de la fin. J'aurais dû commencer par là. C'est un mot qu'on a trouvé sur la margelle du puits au premier étage de la tour. Un seul mot, régister. Ça signifie résister en patois du Vivarais et qui a été attribué à Marie Durand, justement. Ces femmes anonymes sont devenues un symbole de la résistance pacifique pour le droit à l'autodétermination, voilà, de sa propre ethnie ou religion. Et ce terme aussi a été plus tard pris en symbole par un groupe de résistants dont l'une était, pendant la Seconde Guerre mondiale, dont l'une était d'origine protestante. Et qui s'en est référé donc à l'histoire de Marie Durand, mais je vous la raconterai un autre soir. Les souffrances traversées par les protestants durant ces siècles les ont inspirés, parce que maintenant, aujourd'hui, être protestant, les protestants n'encourent plus aucun danger. Mais au contraire, le souvenir des persécutions doit nous mettre en garde contre les persécutions envers n'importe qui, en fait. N'importe quel groupe est susceptible, voilà, de devenir bouc émissaire s'il se trouve minoritaire ou si on se trouve dans telle ou telle configuration politique qui va lui être défavorable. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et réfléchir surtout. Pour compléter ma chronique, en fait, si vous vous intéressez à l'histoire protestante, je vous informe que vous pouvez aller consulter le site du musée du désert qui se trouve à Mialet dans le Gard. Voilà, vous aurez plein d'informations donc sur les recluses de la Tour de Constance, sur les galériens, sur la diaspora protestante et sur l'histoire du protestantisme des débuts de la Réforme à nos jours. Et voilà, ça va être le mot de la fin et on va passer à Manon, donc c'est cimetière. Ouais, oui, ok. Enfin, je pense, oui, à moins que... T'as pas une transition sortie du sac, là, Marc ? Du coup, j'en ai plus maintenant. On m'a coupé l'herbe sous le pied, mais c'est pas grave, vous pouvez faire vos transitions entre vous. Si tu veux, je peux te le faire. Eh bien, ça tombe bien, parce que justement, Manon va nous parler, elle aussi, de femmes qui sont entre quatre murs. Mais c'est très étrange parce que tu parles de toi à la troisième personne. Oui, parce que j'essaie de t'imiter. Sinon, fais ta transition, Marc, et on coupera tout ça. Non, mais j'ai pas de transition. Moi, c'est des impros à chaque fois. Donc, vas-y, Manon, tu peux commencer. Je trouve que c'est toujours assez rigolo parce qu'à chaque fois, on a des chroniques vraiment très différentes entre nous. Et il y a toujours un truc qui... C'est ça qui est drôle. Il y a toujours un truc pour les lier. Qui lie le truc. Moi, je vais vous parler du Père-Lachaise, encore. Ce fameux cimetière, je vous en avais parlé dans la toute première chronique. C'est vrai, la toute première. Qu'on a enregistrée. Sur les vampires. C'était exactement un de mes récits de visite guidée au Père-Lachaise avec un guide vampirique, un guide vampirologue, pardon. Vampirologue. Je vous invite à revenir vers cette super chronique qui est enregistrée avec un micro de merde, mais bon, c'est pas grave, elle est quand même très très drôle. Et ce cimetière emblématique contient donc beaucoup de tombes de personnages illustres. Déjà, est-ce que vous êtes déjà allé au Père-Lachaise ? J'ai sûrement déjà posé la question, mais ça a peut-être changé entre. Oui. J'ai fait une visite avec une amie et j'avais pris plein de tombes en photo. C'est très joli. Ouais. Très très photogénique. Et est-ce que vous connaissez des personnalités qui sont enterrées au Père-Lachaise ? Il y a Victor Hugo, il y a Modigliani et Jeanne Hébuterne, pour ceux qui aiment les couples amoureux. Et il n'y a pas d'autres noms qui me reviennent. Je crois qu'il n'y a pas Edith Piaf qui est... Si, tout à fait. Edith Piaf aussi. T'en as, toi, Marc ? Edith Piaf. Moi, j'avoue que j'en ai pas plus que ça. Je crois qu'il y a le dernier duelliste qui est mort très très jeune au 19e siècle qui est enterré dedans. Ah oui,
La tombe de Victor Noir, Voilà, le Victor gisant. Noir, c'est ça, le gisant de Oui, Victor tout à Noir. fait. Ouais, très stylé, où tout le monde lui touche le... Exactement. Et sinon, je sais pas. Bon, il y a La Fontaine, Molière, Chopin, Jim Morrison, Edith Jim Piaf. Morrison. De toute façon, je suppose qu'il y a une liste Et concrète. il n'y a pas Oscar Wilde aussi ou, Je sais pas s'il est là, Oscar Wilde. parce qu'il est mort à Paris. Donc. Il est mort à Paris, mais il y a pas mal de personnages illustres qui sont aussi enterrés à Montparnasse. Ah oui, c'est Baudelaire, par exemple. Eh ben, il est enterré au Père-Lachaise. J'ai trouvé la liste des 500 Ah, personnalités enterrées au Père-Lachaise. Souvent, sur d'ailleurs, bravo, parce que perlachaise.com. vous avez réussi à me citer des femmes, et souvent, c'est pas vraiment le cas. Moi, j'ai cité personne. Bah, tu as réussi, J'étais pardon, très nul. à me citer des femmes, notamment Edith Piaf, etc. Souvent, en fait, il y a énormément d'hommes illustres, en fait, qui sont enterrés là-bas. Mais il y a aussi beaucoup de femmes, illustres ou pas. Et je vous avais parlé de Elisabeth Demidoff, qui a un tombeau très très spectaculaire dans ma première chronique, je vous invite à revenir dessus. Mais en fait, il y a d'autres femmes très très connues. Par exemple, il y a l'écrivaine Colette, peut-être que vous connaissez. Il y a la célèbre comédienne Sarah Bernhardt, qui a été la muse de... Oui, bien sûr. Mucha, ou Moura, je sais pas comment vous voulez le prononcer. Il y a Marie Trintignant, Ok. assassinée par un chanteur dont nous ne prononcerons pas le nom dans cette chronique. Il y a Annie Girardot, que vous avez pu voir dans Les Misérables de Lelouch, par exemple. Il y a la cantatrice Maria Callas, donc Edith Piaf. Il y a même la fille de Karl Marx, Laura Marx. Bon, tout un tas de gens. Ah ouais, wow. Ah oui, je ne savais pas. Beaucoup. En fait, peu de gens le savent. Et si je vous parle de ça, c'est parce que un livre m'a été offert qui s'appelle Mère Lachaise et qui a été écrit par Camille P. aux éditions Cambourakis, paru en 2022. Et dans ce livre, en fait, Camille P. elle fait le portrait de 100 femmes enterrées au Père-Lachaise qui sont plus ou moins célèbres. Et moi, j'avais envie aujourd'hui de vous en parler un petit peu et de vous parler surtout déjà de ce travail qui est un travail assez ouf. Et aussi de faire 5 portraits, 5 petits portraits rapides de femmes qui sont enterrées là-bas. Ça a été très difficile de choisir, parmi les poétesses, institutrices, neurologues, écrivaines, résistantes, mathématiciennes, chimistes, espionnes, peintres, danseuses, chanteuses, pilotes automobiles, cinéastes, féministes, communardes, avocates, militantes, historiennes, anarchistes, prostituées. Parmi toutes ces personnes très très variées, j'ai réussi à choisir, mais peut-être que je vous ferai d'autres chroniques parce que ça a été très difficile sur. Oui, c'est l'avantage, c'est qu'il peut y avoir un volume 2, un volume 3, un volume 4. Exactement. Il y a avec des thématiques et tout. C'est ça. Avant qu'on commence quand même, je vais donner les biais dont parle Camille P en introduction parce que c'est vrai que le Père-Lachaise, Camille P elle a envie de parler des femmes connues et moins connues qui sont enterrées là-bas, mais finalement le Père-Lachaise c'est un cimetière bourgeois. Parce qu'en fait, les sépultures, ça coûte un bras, surtout quand c'est des concessions à perpétuité qu'il faut entretenir sur des générations. Voilà. C'est un cimetière parisien, donc si t'as jamais croisé la capitale, tu peux pas y être. Et surtout, c'est assez cadré dans le temps, puisque le cimetière ouvre en 1804. Donc voilà, ça resserre un petit peu, le prisme des personnes qui peuvent être là-bas. Mais moi, je vais suivre un petit peu Camille P à la fin du livre. D'ailleurs, je vous invite vraiment à l'acheter, il est trop cool. Et en plus, à la fin, elle fait un petit parcours. Et en gros, elle classe ces personnes en 5 catégories. C'est pour ça que j'ai choisi 5 portraits. Donc, les féministes et battantes, les pionnières et avant-gardistes, les femmes de lettres mondaines et mystiques, les artistes, musiciennes et danseuses, les artistes, actrices et peintres. Et on est bon. Voilà, donc je vais vous parler d'une femme de chacune de ces catégories. Et puisqu'on est sur le protestantisme et la résistance, on va parler des féministes et battantes d'abord, avec une dame qui s'appelle Juliette Dodu. Okay. Connaissez-vous Juliette Dodu? Pas du tout. J'en ai entendu parler. Juliette Dodu, c'est une réunionnaise qui est née en 1848. Okay. Et en 1864, sa famille quitte l'île de la Réunion et rejoint Pithiviers. Je ne sais pas si je prononce bien ça. Pithiviers, oui. Pithiviers. Où en fait sa mère, dans cette ville, dirige le bureau du télégraphe. En 1870, les Prussiens arrivent dans la région et en fait ils prennent directement possession du lieu qui est en fait stratégique pour les communications. Et en fait Juliette Dodu, elle va apparemment installer une dérivation sur un des fils que les Prussiens avaient oublié de couper et grâce à ça elle va pouvoir transmettre les messages qu'elle entend en morse à l'armée française. Okay. À la suite de cette action, elle va être la première femme à recevoir une médaille militaire en 1870 puis la Légion d'honneur en 1877 à titre militaire. Mais le problème, c'est que c'est une femme. Vous allez voir, c'est souvent le problème. Et les choses sont pas si faciles. En gros, son fait d'armes, il est très vite remis en question par des personnes se faisant appeler des déboulonneurs d'idoles. Okay. En fait, il l'accuse d'avoir monté l'histoire de toutes pièces, et leur preuve, c'est qu'elle a des mœurs légères. Ah. Et oui. Ce n'est pas une preuve, ça. Aujourd'hui, du coup, malheureusement, on considère encore que son histoire, c'est une fraude. Et elle est citée d'ailleurs comme
comme une fraude dans de nombreux ouvrages. Mais pourtant, il y a quand même des auteurs, comme Hippolyte Fouque, qui ont retrouvé en fait des preuves de ces décorations et qui dénoncent les campagnes déjà à l'époque, qui voulaient la faire passer pour une menteuse et une catin. Alors, sans nier que son histoire a pu être enjolivée, mais comme beaucoup d'autres en fait, mais on a toujours moins tendance à aller chercher les faux chez les récits héroïques d'hommes que chez les récits héroïques de femmes. Oui, bien Mais sûr. comme il le dit, je le cite, c'est bien plus simple. À qui fera-t-on croire qu'en pleine guerre, dans l'angoisse causée par une grande défaite et une retraite générale de nos forces, le gouvernement français aurait pris un décret spécial pour décerner une mention honorable à une jeune fille de 22 ans en service depuis quelques mois dans une ville occupée? Voilà. Je laisserai donc à votre avis l'histoire de Et elle cette bonne Juliette Dodu. Elle venait de la Réunion alors? Oui, sa mère était réunionnaise et elle est née à la Réunion. D'accord. Bon, ça fait un raccord avec ce que j'avais dit aussi, enfin, pratiquement. Je rajoute un dernier point que je n'avais pas, c'est que la diaspora protestante s'est aussi étendue, voilà, dans les colonies. Ah, En mais oui, Guadeloupe, tout en est- Martinique, tout est en lié. Guyane, à la Réunion et en Amérique du Nord. Voilà, tout est Tout est toujours lié. pour des gens Remarque, qui t'as avaient pas été besoin de faire de expulsés transition au... finalement. Non, c'est ça. Voilà. Ça ne sert plus à rien. Et bien poursuivons avec une femme dont on ne remet pas en cause les exploits. Dans la catégorie pionnière et avant-gardiste, je vais vous parler de Sophie Blanchard. Est-ce que vous connaissez? Je vous rassure, je connaissais quasiment qu'une seule des personnes me que je vous semble- présente. Il me semble que c'est l'épouse d'un scientifique qu'elle a été... Tu chauffes un peu, c'est l'épouse de quelqu'un. En fait, Sophie Blanchard, c'est la première aéronaute. Elle est née en 1778 et elle épouse à ses 18 ans Jean-Pierre Blanchard, qui est le premier aérostier professionnel au monde, donc pilote de montgolfière professionnel. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas encore d'avion à l'époque. Ok. Tout à fait. En fait, elle se prend complètement de passion pour les ballons et dès 1804, elle effectue sa première ascension avec son mari. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide de suite de, elle aussi, en faire son métier et devient la première femme aéronaute professionnelle au monde. Très très stylé. Classe. 4 ans plus tard, malheureusement, son mari est frappé d'apoplexie et il tombe de la nacelle pendant une démonstration, suite à quoi il décède. Mais bon, Sophie, il en faut plus pour l'arrêter. Elle n'arrêtera pas du tout son activité pour autant et elle va continuer en fait de sillonner la France et l'Europe à bord de ses ballons. Et bien que Napoléon la nomme ministre d'Empire en charge des aérostats en 1809, eh ben on n'a que très très peu d'informations sur sa vie et aucune biographie n'a été écrite. Donc elle va D'accord. mourir en 1819 alors qu'elle tirait, alors pour elle c'était une opération très bénigne mais ça a l'air assez stylé, en fait elle tirait des feux d'artifice du haut de son ballon. Et en fait un des feux s'est pris dans la toile, ce qui a fait se cracher l'engin sur un toit et ainsi de suite, réaction en chaîne, elle a fini par tomber et décéder de la chute. Voilà. D'ailleurs, sur sa tombe au Père-Lachaise, vous pouvez voir un ballon en feu et l'épitaphe suivant, victime de son art et de son intrépidité. Très stylé. Encore une femme qui n'a pas eu les honneurs qu'elle méritait. Tiens donc, Tony. Oui. Ouais, parce que quand Ça même, me rappelle- ministre sous Alors- Napoléon, c'est quand même pas mal. Bah, c'est fou quand même, c'est fou quand même. Oui, tu vois, oui. La meuf, elle se fait repérer par Napoléon, mais il n'y a pas un type qui se dit, tiens, on va écrire 3 lignes sur la nef. C'est clair. Oui, oui. Ça me rappelle un peu le destin d'Hélène Boucher parce que récemment j'ai déménagé, maintenant j'habite dans l'Inde, mais les 2 dernières années j'étais dans les Yvelines et dans le bois voisin de chez moi, il y a une célèbre aviatrice, Hélène Boucher, qui s'est crashée en 1934 à l'âge tendre de 26 ans et voilà, et elle a droit à une stèle dans ce bois oui. en son honneur. Voilà, comme quoi les femmes dans le ciel ont droit à de belles épitaphes. C'est beau. Mais poursuivons notre voyage au cœur du Père-Lachaise avec les femmes de lettres mondaines et mystiques. Et bien évidemment, je vais vous parler d'une mystique. Je vais vous parler de Marie-Anne Lenormand. Ok. Marie-Anne Lenormand, elle naît apparemment, on n'est pas trop sûr de l'année, en 1772 et elle meurt en 1842. C'est la fille d'un marchand drapier et elle est orpheline à l'âge de 6 ans. Donc en fait, elle va être élevée par des sœurs bénédictines dans une abbaye. Et la légende dit que déjà à l'époque, elle prédisait avec grand succès l'avenir. Très stylé. Donc je vous laisse Ok. imaginer qu'en fait, dans une abbaye, c'était pas top ambiance de commencer à prédire qui serait la nouvelle abbesse. Tu m'étonnes. Du coup, elle a fini par être expulsée de chez les religieuses pour sa pratique tout simplement de la divination, ce qui la conduira à Paris, où elle va s'installer en 1790. Là-bas, en fait, elle va rencontrer une diseuse de bonne aventure qui lui transmettra son savoir et lui apprendra à tirer les cartes, à la suite de quoi elle devient cartomancienne. Il semblerait qu'elle ait été consultée plus d'une fois par de grands personnages politiques, dont l'impératrice Joséphine. avec Encore son âge Napoléon donc. Et encore Napoléon. Et voilà. Mais ça correspond avec les Bah, dates. ça va du avec les site, dates, ouais. Voilà, c'est ça.
Mais du coup, son âge d'or, apparemment, a été quand même assez court, parce qu'elle aurait fait même un peu de prison pour avoir été un poil trop hardie dans ses prédictions. Ah ouais. Mais Mademoiselle Lenormand, comme on l'appelait, écrira au cours de sa vie plusieurs livres, et après sa mort, il y a 2 jeux de tarot qui ont été publiés à son nom et qui sont encore édités aujourd'hui. Et je peux en attester car j'en utilise un moi-même, et je ne connaissais même pas cette bonne dame. Voilà, alors que je tirais avec ce jeu de tarot. Ok. Très très joli jeu de tarot. Continuons un petit peu, je vous parle, on est trop dans Napoléon là, on va revenir un petit peu vers le présent. Je vais vous parler dans la catégorie artiste, musicienne, danseuse. Je vais vous parler d'une musicienne, je vais vous parler de Sextoy, qui est une DJ. Voilà. Ok. Avec son nom très très accrocheur et son visage tout tatoué, franchement je pouvais difficilement passer à côté du personnage. Ça tombe, Elle est morte récemment. Elle est morte assez récemment, elle est morte en 2002. Sa tombe, en fait, on peut la trouver dans la partie romantique du cimetière, au milieu de tombeaux monumentaux, de grands généraux et tout ça. Et tout au milieu, on a une petite tombe grise, et en lettres gothiques dessus, il y a écrit Sextoy. Je trouve ça assez stylé. J'avoue. Hein. Et je vois la photo. Putain, c'est tout petit. Ouais. Son vrai nom à Sextoy, c'était Delphine Palasti, et en fait, elle s'est mise à mixer pendant l'âge d'or des années 90, l'âge d'or de la musique électronique à ce moment-là. D'abord dans des bars et clubs lesbiens de la capitale, comme le El Scandalo pour les connoisseuses. Et elle a d'abord formé le duo Pussy Killer jusqu'à devenir la DJ résidente du club lesbien Pulp. À son époque, en fait, elle a été assez précurseur du genre, enfin de son genre, parce que notamment, elle s'amusait beaucoup à jongler entre les époques et les musiques en créant des ponts entre les différentes époques, et du coup, à mixer vraiment plusieurs courants musicaux. Et du coup, elle avait un sacré look, hein, complètement tatouée de la tête aux pieds, petite et mince, et en fait, toute petite comme ça, derrière les platines, elle en impose grave, et elle va même participer à beaucoup de soirées phares. Bon, il faut être un petit peu initié à ce milieu-là et à cette histoire-là, mais des soirées phares telles que les Ladies Room, pour filles qui aiment les filles et la house music. Et c'était en fait des DJ sets nomades où les garçons pouvaient seulement rentrer s'ils étaient accompagnés de nanas. Ok. Et notre Sextoy, elle va mourir prématurément à 33 ans, et dans sa courte existence, elle aura quand même réussi à modeler une image plus queer et plus mixte de la vie nocturne à Paris dans les années 90. Et sur sa tombe, l'ex-voto que vous pouvez voir, donc le cœur enflammé avec une couronne d'épines autour, et ben c'était le tatouage qu'elle avait sur la poitrine. Voilà. D'accord. Vous pouvez écouter un de ses albums sur YouTube, et il y a des petits documentaires qui sont dispo en ligne aussi, si cette bonne dame vous intéresse. Elle est vraiment très très cool. Continuons avec les artistes, avec notre dernier portrait. On va parler, j'ai un petit peu triché, on va parler de 2 personnes. On va parler des tombes de Rosa Bonheur et Anna Klumke. Est-ce que vous connaissez Rosa Bonheur ? Oui, bien sûr. Rosa Bonheur, c'est une peintre super. J'aime beaucoup ces tableaux. Oui, elle a fait une expo il y a l'année dernière, je crois. Oui. Enfin, elle a fait une expo, non, il y a eu une expo sur ses peintures à Orsay, puisqu'elle est née en 1822 et morte en 1899, donc elle n'a pas pu faire cette exposition à Orsay, ou alors on nous cache des choses. On nous ment. On nous ment. Vous savez pas qu'elle était enterrée là-bas, en fait? Tout à fait, elle est enterrée là-bas avec d'autres personnes dont je vais vous parler aussi. Une tombe collective. Du coup, Rosa Bonheur, c'est la fille d'un peintre qui quitte sa famille, comme souvent les pères faisaient jadis, et encore maintenant malheureusement, et il laisse ainsi mourir sa femme d'épuisement avec ses 4 enfants. Voilà, c'est super. Après plusieurs passages en internat, Rosalie Bonheur, une jeune femme au caractère rebelle, entre dans l'atelier de peinture de son père et commence alors à peindre des animaux, et ce sujet en fait va jamais la lâcher, et ce qui va faire d'elle, encore actuellement, une des plus grandes peintres naturalistes de son siècle. Donc en fait, quand ces toiles vont commencer à avoir du succès, son père, cet homme vraiment charmant, va lui proposer de signer les peintures à son nom à lui. Mais fort heureusement, c'est pas la dernière des, je sais pas, j'ai pas d'expression, la dernière des carottes, Rosalie, et elle choisit à la place de prendre pour pseudo le petit nom que lui donnait sa mère, Rosa, d'où Rosa Bonheur. Plus tard, en fait, elle va faire des rencontres qui vont lui permettre d'avoir son propre atelier, de quitter l'atelier de son père et de garder son indépendance. Donc elle va peindre beaucoup d'animaux de ferme, des bestiaux, notre Rosa. Et en fait, pour ça, elle doit aller dans les foires aux bestiaux. Parce que c'est assez difficile avec les robes et les jupons qui vont traîner partout. Donc elle réussit à obtenir une permission de travestissement, ce qui l'autorise à porter des pantalons. Okay. Déjà, à ce stade, elle est ultra badass. Donc à ses 19 ans, elle va exposer pour la première fois, et son exposition, son travail en fait est vraiment salué par la critique, et sans aucune surprise, elle est surtout saluée pour ses coups de pinceau masculins et francs, et elle sera la première femme artiste à recevoir la Légion d'honneur en 1865. Bien qu'elle ait jamais ouvertement revendiqué son homosexualité, Rosa a été la compagne de vie de 2 femmes dans sa vie. La première c'est Nathalie Mika, et la deuxième c'est Anna Klumke, qui était venue en France pour réaliser son portrait, et qui en fait n'est jamais repartie.
Rosa Bonheur, elle s'est jamais vraiment reconnue dans les récits biographiques qu'on a fait d'elle et qui ont parlé de sa vie, notamment parce que ces récits, ils omettaient de parler de son grand amour Nathalie et de sa mère. Bizarre, on omet de parler des femmes, encore étrange. Et donc du coup, en fait, elle va tout simplement demander à Anna Klump de réaliser le récit de sa vie, mais de le faire objectivement en parlant des femmes qu'elle a aimées, ce qu'elle va faire malgré la mort prématurée de Rosa. Elle est pas morte très jeune quand même, elle a bien vécu. Elle a très bien vécu, tout à fait. D'ailleurs, Anna était bien plus jeune qu'elle, et durant son vivant, en fait, Rosa, elle avait fait le nécessaire pour que Anna, elle puisse être enterrée dans le caveau familial des Mika, donc de Nathalie, son ex-compagne, et qu'elle repose tout ensemble au Père-Lachaise, en disant, bien sûr, qu'elle était... Enfin, il y a des écrits où elle dit qu'elle est persuadée que Nathalie ne sera pas jalouse, en fait, et qu'elle sera contente de savoir qu'elle est autour des femmes qu'elle a aimées. Voilà. Je termine avec l'amour, ce petit récit des femmes, de quelques femmes enterrées au Père-Lachaise. Merci beaucoup Manon du coup Avec plaisir. pour cette intervention. Et ça tombe bien du coup que tu termines en parlant d'amour parce que moi aussi je vais vous parler d'amour je pense aujourd'hui. Ouais, je vais parler d'amour et de petits cailloux. Voilà. Oui, parce que aujourd'hui je vais vous parler d'un manchot et d'un manchot qui aime bien offrir des petits cailloux. Est-ce que vous savez de quel manchot il s'agit? Youbi le pingouin. Youbi le pingouin. On y revient. Attends, je me souviens plus de ce qui était censé dire. Yugi le pingouin. Pour ceux qui étaient là à l'épisode avec le Gorfou Macaroni. Exactement. C'était dans un dessin animé de Don Bluth. Yubi le petit. Youbi le petit pingouin qui cherche partout le plus beau caillou de la plage pour l'offrir à Marina. Pour l'offrir à Marina, ouais, c'est ça. Et justement, on va pouvoir parler un peu de ça. Alors, Youbi, le petit pingouin, il ressemble pas du tout à ce qu'il est supposé être, normalement. Il a vraiment je suis désolé, mais il a vraiment une sale gueule, je trouve. Ouais, il me fait bader. Ce n'est pas un beau pingouin enfin, dans la réalité, je veux dire. Tu pourras taper Youbi, le petit pingouin, il est très mal dessiné. Tu pourras même regarder l'histoire de Youbi, le petit pingouin. Qui est d'ailleurs disponible sur YouTube, hein, voilà. D'accord. Je sais ce que je vais faire. Non, aujourd'hui, moi, je vais vous parler du manchot d'Adélie. Voilà, c'est lui qui offre des petits cailloux. Le manchot d'Adélie ou Pygoscelis adeliae est l'image d'Épinal du manchot. Il est entièrement noir sur le dos, blanc sur le ventre, la tête est noire avec un anneau blanc autour de l'œil. Son nom provient du prénom Adèle de la femme de l'explorateur français Dumont d'Urville, qui donna aussi ce nom à la terre Adélie. Il fait partie des manchots les mieux connus et étudiés. On a 177 points de présence qui ont été reportés depuis sa première observation en 1837, justement par l'expédition Dumont d'Urville à bord des vaisseaux l'Astrolabe et la Zélé. C'est l'un des rares manchots, avec le manchot empereur dont on a déjà parlé, dont la présence se limite à l'Antarctique et les eaux environnantes. Du fait de sa petite taille, pour éviter une trop grande déperdition de la chaleur, les plumes sont plus longues que celles des autres espèces et elles recouvrent une grande partie du bec. En dehors de la période de reproduction, ils sont en mer, ils se reposent sur les icebergs et les glaces flottants dérivant au gré des courants marins, ce qu'on appelle le pack ice d'ailleurs en anglais. Ils viennent à terre pour préparer le nid et donner naissance et élever ainsi les poussins. Ils ont une espérance de vie estimée entre 10 et 20 ans, ce qui est plutôt pas mal quand même. Oh ouais, pas mal. Les poussins, eux, ils sont recouverts d'un petit duvet noir et gris. Adorable. Voilà, ils sont très très chouchous. Hein. Je vous parlerai tout à l'heure de plusieurs trucs pour pouvoir les voir. Alors, si vous voulez voir d'ailleurs justement des manchots d'Adélie, comme je l'ai dit, vous pouvez les retrouver sur l'Antarctique, que ce soit le continent ou la péninsule, mais sur les îles environnantes, à savoir les Shetland du Sud, les Orcades du Sud, les Sandwich du Sud, l'île Bouvet, les îles Baleine, l'île Scott et l'île Pierre Ier. Alors, plutôt que la banquise, les manchots Adélie préfèrent se reproduire sur de la terre ferme, notamment sur les sols rocheux à proximité de la mer. Les colonies peuvent accueillir quelques centaines de couples, et notamment au cap Adaré, on a même répertorié près de 280 000 couples. La population actuelle est aujourd'hui estimée à 15 millions. Ah, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Soit 2,5 millions de couples et 10 millions de jeunes. Donc il y a pas mal de petits jeunes qui sont... Des petits manchots à foison. Voilà, des petits ados qui vont pouvoir se reproduire aussi à un moment donné ou à un autre. Donc l'espèce est stable, bien sûr, pour le moment. Même si les scientifiques alarment que les manchots d'Adélie sont les prochains sur la liste si le réchauffement climatique continue. Car en effet, il provoquerait une diminution de la population dans certaines colonies de la péninsule antarctique. Par exemple, pendant la saison de reproduction 2013-2014, 2 phénomènes ont participé à la disparition de tous les poussins de 30 000 couples sur l'île de Pétrel.
Ces phénomènes sont une banquise plus grande que d'habitude, et donc un trajet plus long jusqu'à la mer et une difficulté pour trouver de la terre et les fameux petits cailloux dont on parlera d'ici quelques instants, et 3 jours de pluie intense qui n'avaient jamais été observés dans cette région. Les manchots sont équipés pour vivre dans l'eau et dans le froid, mais pas les poussins. Ces derniers ont donc été détrempés et ensuite pris froid, parce que c'est l'Antarctique, et du coup ça a entraîné leur mort. C'est horrible comme mort pour des petits poussins, trop mignons. Des petits poussins morts de froid. Ce sont des choses qui ont continué à se reproduire d'année en année. Pour le moment, la préoccupation est mineure, mais le risque, lui, disent les scientifiques, devient de plus en plus fort. Alors, les manchots Adélie se rassemblent en grandes colonies, comme je le disais, pour nidifier. Nage et marche confondus, ils parcourent parfois près de 3000 km entre le lieu de pêche hivernale et le lieu de ponte estivale. Alors pour rappel, on est sur l'hémisphère sud, donc l'hiver c'est l'été pour nous et l'été c'est l'hiver pour nous. Voilà, c'est en inversé. Les manchots Adélie se reproduisent presque toujours au même endroit, avec le même partenaire, ils sont complètement monogames. Une étude sur les manchots d'Adélie a même montré que les femelles reformaient un couple avec le même mâle que l'année précédente dans les minutes suivant son arrivée au site de nidification. Si une femelle choisit un mâle différent, c'est que généralement le mâle de la saison précédente n'a pas réussi à revenir au site de nidification ou n'est pas arrivé à temps. Et il y a plusieurs causes à cela, on en parlera aussi tout à l'heure. Alors, les nids sont commencés par les mâles au début de la saison, puis terminés par le couple une fois qu'il s'est formé. Une étude a montré que pour les manchots Adélie et à jugulaire, les femelles arrivent un jour après l'arrivée des mâles. On en avait parlé la dernière fois, ce qui permet aux mâles de commencer donc à préparer les petits nids. Certains scientifiques pensent que les manchots retournent dans la colonie où ils seraient nés et élevés. Le nid est constitué d'une cavité dans le sol entourée de, à votre avis, Cailloux. Petits cailloux, exactement. Ces petits cailloux sont choisis avec attention et ramenés au nid. Voilà, en gros, souvent les mâles vont chercher les cailloux et vont les donner à la femelle pour que elle puisse réussir à continuer le nid que lui-même avait commencé au tout début. Le problème, c'est que sur une plage de petits cailloux, au bout d'un moment, il y a plein de petits cailloux qui ont été pris par tout le monde. Alors, c'est quoi la solution, à votre avis ? Les voler. Exactement, il faut aller voler les cailloux des voisins. Donc les manchots d'Adélie sont spécialistes dans le vol de cailloux sur les nids voisins. Quand votre voisin est parti chercher un caillou, vous lui prenez son caillou, et c'est bien parce que quand il revient avec un caillou, c'est comme si vous le donnez d'une certaine manière. Voilà. Donc du coup, ça peut entraîner des problèmes de voisinage quand même, parce que si votre voisin s'en rend compte, il va venir vous péter la gueule. Enfin, avec un coup de bec en plus, donc ça va pas être très très funky. En plus, je suis en train de regarder leur tête et en fait, ils me font trop rire parce qu'on dirait qu'ils ont des, tu sais, les yeux que tu colles avec les pupilles qui bougent dedans. C'est complètement ça. Et en fait, vraiment, ils ont des yeux qui ressemblent à ça. On dirait qu'on leur a collé des Google Eyes. C'est très très drôle. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de cailloux ? En fait, c'est tout simplement parce que le nid doit être assez élevé pour pouvoir protéger l'œuf de la glace fondue. Donc du coup, les cailloux permettent de surélever l'ensemble. En général, 2 œufs sont pondus et dans de rares cas, 3 œufs. Les œufs sont couvés pendant 35 à 37 jours. Les poussins n'éclosent pas toujours en même temps. Le mâle et la femelle vont donc couver et élever ensemble les poussins comme un bon vieux duo, comme une équipe quoi finalement. C'est trop mignon, oui. Les poussins sont nourris par la régurgitation de krill. Des études avaient montré qu'une colonie de 5 millions de manchots d'Adélie peut quotidiennement manger jusqu'à 8 millions de kilos de krill et de petits poissons. Ah là là là, ce qu'il faudrait pas faire pour nourrir ces manchots. Ça bouffe bien, ça bouffe bien. Et après, ça s'étonne que ça se fasse bouffer par des phoques. Ils sont bien gras là. Quand même. Gras, c'est ça. Les poussins deviennent indépendants des parents vers l'âge de 2 mois. Bien évidemment, les petits sont toujours en danger face aux terribles skuas, donc ces horribles mouettes, dont d'ailleurs j'ai quelques petites informations à vous donner. En effet, le skua antarctique, à savoir Cataracta antarctica, travaille souvent par paire finalement. Lui aussi, il bosse en équipe. En fait, il y en a un qui distrait le parent, à faire comme ça, pour que l'autre puisse plonger et s'emparer de l'œuf ou s'attaquer au poussin et ensuite le dévorer vivant. Voilà. Ils ont la même technique pour à peu près toutes les espèces de manchots, parce que eux, ils s'en foutent, que ce soit de l'Adélie, du jugulaire, ils bouffent tout. Les adultes, quant à eux, quand ils sont dans la flotte, pour pouvoir aller chercher le fameux krill, ils sont pourchassés par les phoques léopards. Ah, je crois qu'il y en a un dans Yobi le pingouin. Ah, c'est possible, parce que les phoques léopards, pour rappel, alors je sais plus si c'est les phoques léopards ou les phoques à fourrure, il y en a un des deux qui est capable de manger jusqu'à 15 manchots par jour, quand même. Voilà. Mais c'est énorme, il est... De mémoire, il y en a un, mais je suis pas sûre. Mais... C'est assez énorme. Je pensais pas qu'il pouvait manger autant de viande, parce que quand même... alors, les manchots d'Adélie sont petits, c'est vrai que j'en ai pas parlé de leur taille, mais ils font seulement 70 cm. Ah, c'est pas énorme, ils ont un poids de 3,7 à 6 kg, un bec de 4 cm et des ailes de 19 cm et les yeux marrons.
Voilà. Donc, les yeux collés. et les yeux collés. Si vous voulez d'ailleurs une petite anecdote, alors là-bas je voulais vous le passer, je le mettrai je pense au montage. J'avais trouvé une vidéo d'un manchot à Delhi très perdu qui se fait attaquer par 4 faucons et qui finit par être sauvé par une bande de canards pour une raison inconnue. Voilà, c'est filmé par quelqu'un, c'est assez rigolo. Enfin, c'est De assez canard, rigolo. mais de Ouais, quel canards, type de ouais. canard? Je sais pas quel type de canard, c'est juste sur les Des canards arctiques? Bon, un peu des canards de l'hémisphère sud, probablement, c'est pas. C'est étonnant que ce soit des colverts. Dans tous les cas, si ça peut vous sembler étrange, hein, ces histoires de faucons, de canards, etc., rappelez-vous au fur et à mesure des différentes chroniques que nous, les humains, quand on va quelque part, on importe des espèces qui viennent d'ailleurs, et donc du coup, ça arrive aux manchots de se faire dévorer par des trucs qui n'étaient pas là autrefois. Voilà. Oui. Soit dit en passant, je me permets un dernier petit conseil avant de quitter cette chronique. Si vous voulez en savoir plus sur les manchots d'Adélie et que vous avez Disney+, vous pouvez aller regarder un super documentaire qui a été réalisé par les équipes de Disney en collaboration avec les équipes françaises de recherche en Antarctique sur les terres Adélie. Voilà, c'est vachement intéressant. Vous avez 2 versions du documentaire. Vous avez la version pour les enfants où en gros ils filment un manchot qui veut trouver l'amour. Voilà, alors les enfants s'en rendront... Oui, mais ça c'est Yobi le pingouin, ça. Oui, mais là t'as vraiment un vrai manchot et il parle, il y a une voix off. Bon, alors bien évidemment, le héros a probablement dû se faire bouffer 15 fois, et donc du coup, comme nous on n'est pas capable de différencier un Adélie d'un autre Adélie, on a l'impression que c'est le même acteur, mais c'est faux. Mais par contre, ce qui est rigolo, c'est surtout de regarder le making of, parce que dans le making of, il y a des interviews des scientifiques, il y a des scènes de vraies études scientifiques et d'ambiance locale qui sont très très chouettes. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur le manchot Adélie, c'est, comme je le disais au début de la chronique, celui qui est le plus documenté au monde pour le moment. Donc voilà. Voilà. Et en plus, il est sur les terres Adélie, qui sont des terres françaises, je crois, en Antarctique. Ça fait partie des TAF, non? C'est ça fait partie des TAF, territoires austral et antarctique françaises, tout à fait. D'accord, puisqu'il y a un blog des TAF, en fait, que je l'avais suivi à une époque. C'est à la fois les recherches scientifiques qui sont un peu vulgarisées, mises en ligne, et à la fois la vie quotidienne des groupes qui viennent étudier sur place. TAF, journal de bord, terres australes et antarctiques françaises. Ok. Il y a plein de manchots sur toutes les photos. Des fois, on voit des éléphants de mer qui bloquent les routes aussi. Il y a même un panneau attention éléphants de mer. On voit sur les photos de gros rochers. En fait, ce sont des éléphants de mer. Ah, c'est chouette. Ouais, il y a plein de trucs. C'est des sites des TAF, du coup, le blog des districts. Voilà. Et on va aller faire un tour en direct. Une banquise avec surprenante. le Marion Dufresne, c'est le bateau qui fait la liaison entre toutes ces îles là. Et il y a le dessinateur Emmanuel Lepage qui a écrit des bandes dessinées reportages sur les TAF. Il faut aller les lire aussi, elles sont très bien. Bah là, par exemple, il parle en ce début d'été austral, apparemment, donc début décembre, c'est tout frais. Il y a un épisode de Houle un peu plus puissant que les autres qui a enfin libéré la base Dumont d'Urville de son carcan de glace. Bah d'ailleurs, du coup, c'est la base porte le nom de l'explorateur qui a découvert le lieu. Voilà, donc du coup, ce que je vois, c'est plein de photos de trucs gelés et de pauvres manchots empereurs qui se prennent un vent catabatique dans la tronche et qui du coup se réunissent en groupe, comme je l'avais expliqué lors de ma chronique. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Oh là là. Enfin bref. Ah, et il y a des photos de manchots Adélie là qui sont en train de courir sur la banquise. Voilà. Ils sont trop mignons, oui. Enfin bref, les manchots c'est trop mignon. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique de manchots. Alors lequel ce sera, je ne sais pas. On commence petit à petit à avancer. Ce sera la surprise. En tout cas, merci à toutes les deux d'avoir bien voulu participer à cette émission Un an et une semaine. Ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir pour nous. Merci. On vous retrouvera très prochainement probablement pour d'autres chroniques qui seront tournés plutôt en 2024 parce que oui, ça y est, c'est la fin de l'année là, on est milieu décembre. Avec Manon, on a un petit épisode spécial qu'on va tourner dans une petite semaine. On vous en dit pas plus, c'est un gros projet de longue date pour Manon. Donc je vais tout donner. Tu vas tout donner et de toute façon le lien sera dans la description, bien évidemment. Sur ce, on vous fait des bisous partout et on vous dit à la semaine prochaine. Bonne année. Ciao. Ciao. Bonne fête et bonne année. Et quelqu'un veut rajouter quelque chose ou je coupe? Non, je voulais trouver une connerie mais ça vient pas. Ça viendra Ok, plus ça tard. marche. Allez, j'arrête.